Et tout de suite, place à notre second débat. Que se passe-t-il avec les ZFE? Vous savez, ces zones à faible émission. Depuis l'instauration de ces zones interdites aux véhicules les plus polluants dans les grandes villes, en gros, rien ne va plus comme avant. Chez les élus, comme chez les habitants, chez les salariés, chez les entrepreneurs, chez les commerçants, la révolte gronde, au point que le Grand Paris, par exemple, ou Lyon, repousse les échéances pour apaiser les tensions. Reportage regardé à Marseille, où la ZFE est vécue comme une injustice par les automobilistes qui préféraient que tous les gros pollueurs de la ville soient mis à contribution. C'est un sujet d'Adrien Pin. Depuis le début de l'année, interdiction pour certains véhicules polluants de rouler dans le centre-ville de Marseille. Cette zone à faible émission, ou ZFE, concerne plus de 300 000 Marseillais. Pourtant, sur le littoral qui longe son périmètre, se situe la deuxième zone la plus émettrice de CO2 en France, le grand port maritime de Marseille, poumon économique de la ville. Et le trafic maritime n'y fait pas l'objet de restrictions, y compris lors des alertes pollution. Les écologistes demandent la mise en place d'une ZFE aussi pour les bateaux. Il faut lutter contre ça en même temps qu'on fait la ZFE automobile. Sinon, en fait, on ne résout pas le problème. Dans la réalité, on s'attaque aux gens qui ont des voitures, souvent dans les quartiers les plus pauvres, où c'est compliqué de changer les voitures et où les aides au remplacement de voitures ne suffiront pas. Des associations et des habitants ont porté plainte en mars contre X pour mise en danger de la vie d'autrui au sujet de la pollution maritime. Un paquebot a même été bloqué l'été dernier par des militants à son entrée à Marseille. Parmi les critiques, un navire de croisière à quai émet autant pendant 1 heure que 30 000 véhicules roulant à 30 km/h. Alors depuis 2019, le grand port maritime de Marseille permet une connexion électrique à quai pour 3 ferries en même temps, un moyen de couper leur consommation de carburant. Le port promet que ce sera possible d'ici 2025 pour des bateaux de croisière. Philippe Tabarot, rapporteur d'une mission d'information du Sénat sur les ZFE, a pu faire le point sur place. On vient sur le sujet des ZFE plutôt automobiles, mais également quelque part indirectement maritimes, parce que le port doit être inclus dans cet effort de décarbonation. Le Grand Port de Marseille n'attend pas les obligations de l'État ou les obligations européennes, mais d'ores et déjà est rentré dans une phase active. Le maire de Marseille a lancé une pétition l'année dernière. Benoît Payan exige des actes forts pour réduire la pollution des navires. Du côté de la métropole, la mise en place d'une ZFE maritime n'est pas envisagée pour le moment. D'après sa présidente, le Mistral ramènerait la pollution, même si les bateaux les plus polluants étaient éloignés. La ZFE maritime n'a pas de sens, parce que le jour de vent, c'est la ville qui prend directement toute la pollution. Donc il vaut mieux aller au cœur du problème, c'est-à-dire électrifier les quais. La région a investi beaucoup d'argent, le département de métropole aussi, on a mis 6 millions d'euros. Nous attendons les 10 millions qui nous avaient été promis par le maire de Marseille pour justement continuer l'électrification. En octobre 2022, le gouvernement a annoncé le lancement d'un groupe de travail visant à créer des ZFE maritimes. Haro sur les ZFE, on en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir Philippe Tabarot. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR des Alpes-Maritimes. On vient de vous voir à l'écran, on vous voit autour de la table. Vous êtes membre de la commission de l'aménagement du territoire qui vient de mener une consultation publique sur les zones à faible émission et vous nous en parlerez. À vos côtés, Daphné Chamard-Terlinck, bonsoir. Vous êtes responsable des questions de mobilité inclusive et durable au Secours catholique. On va accueillir, il est en retard, Erwan Benezet, journaliste au service économie du Parisien. Et puis bien sûr, Mathilde Sirot qui m'accompagne tout au long de cette émission et donc jusqu'à la fin. Alors avant d'aborder les problèmes et les éventuelles solutions, on va essayer quand même d'être très pédagogique pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Je vous dis ça parce qu'une récente enquête de l'Institut CSA menée en avril montrait qu'un Français sur 2 n'était pas vraiment capable de définir ou ne savait pas ce que c'était qu'une ZFE. C'est d'ailleurs peut-être une partie du problème. Peut-être on peut commencer en se demandant comment cette idée a vu le jour, quels étaient les objectifs avec vous. Oui, alors la zone à faible émission, l'enjeu, c'est avant tout un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, quand on parle des zones à faible émission, il faut bien comprendre que c'est un dispositif qui vise à interdire progressivement la circulation des véhicules les plus polluants. Santé publique, pardon, pour améliorer la qualité de l'air pour la santé des citadins.
exactement, puisque les polluants atmosphériques, donc on parle des particules fines, des NOx, dont on a déjà eu l'occasion de parler sur différents enjeux, du Dieselgate, etc. Ça, c'est un enjeu majeur en termes de santé publique. Pourquoi ? Parce que la pollution de l'air, c'est la 3e cause de mortalité évitable en France, avec, selon les études, entre 40 000 et 48 000 décès par an. Et on sait que ce sont particulièrement les véhicules les plus anciens qui émettent, et particulièrement les diesels, qui émettent le plus de ces polluants atmosphériques. Donc l'enjeu, il est de sortir progressivement, et ça, cette notion de progressivité, elle est fondamentale, ces véhicules pour permettre en fait d'avoir un air plus respirable, notamment dans les territoires très denses où on sait que la pollution y est très forte. Alors on est dans une phase d'expérimentation au début des années 2010. Je crois que Paris démarre en 2015. Il faut peut-être rappeler que la France a été condamnée par la Cour de justice européenne en 2019, après 10 ans de mise en demeure quand même, pour manquement aux obligations de la directive qualité de l'air. Et puis ce dispositif ZFE, il va être étendu et rendu obligatoire d'une certaine façon dans la loi Climat et Résilience en 2021. Oui, même avant sur la loi d'orientation des mobilités. Donc comme vous l'avez dit, condamnation de l'Europe, condamnation en France par le Conseil d'État qui a condamné l'État en 2021 et en 2022. Et ce ne sont pas que des condamnations symboliques, parce que c'était sonnant et trébuchant. C'était 10 millions d'euros d'astreinte par 3 fois. Donc ce sont de véritables condamnations. Donc le gouvernement et le législateur ont réagi à travers la loi d'orientation des mobilités qui a décidé que 11 métropoles dans notre pays qui étaient en dépassement allaient donc mettre en place des ZFE quasi immédiatement. Et ensuite, une deuxième loi, vous l'avez justement dit, climat et résilience, allait accélérer un petit peu le calendrier des 11 premières et allait également prévoir que environ 32 à 33 agglomérations de plus de 150 000 habitants supplémentaires rentreraient dans ce dispositif avec un calendrier un petit peu plus resserré. Et ce qui porterait le total de ces agglomérations à 43 à peu près, c'est ça. Et tout commence à partir de 2025. Je me retourne vers vous, Daphné Chammarterling, pour expliquer aux téléspectateurs comment ça marche concrètement. C'est quoi une ZFE ? Alors une ZFE, c'est une zone avec un périmètre défini où on va dire progressivement à une certaine période de la semaine ou tout le temps un certain nombre de véhicules avec des vignettes critères qui pourront plus circuler. La vignette critère, c'est une petite vignette, c'est un dispositif qui se base sur la motorisation du véhicule, donc essence, diesel, électrique, et l'année de mise en circulation, de première mise en circulation. Elle est fournie lors du contrôle technique ou ça n'a rien à voir ? Elle devrait. Aujourd'hui, il faut en faire la demande. C'est une demande qui est faite sur un site de critères.gouv.fr, comme à peu près tous les sites aujourd'hui. Donc c'est une demande, c'est une démarche qu'il faut faire. Ça, c'est déjà un enjeu. Ça n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas systématique. Quand vous achetez un véhicule neuf, vous n'avez pas forcément la vignette, ni quand vous faites le contrôle technique. Donc c'est déjà un premier pas. C'est-à-dire que quand on est dans un territoire qui est concerné dans une zone à faible émission, déjà la première étape, c'est de faire la demande de vignette critère. Parce que pour rentrer, je suis désolé d'être très concret, mais pour rentrer dans cette zone, il faut la vignette sur le pare-brise. Si vous n'avez pas de vignette, vous ne rentrez pas. À condition d'être contrôlé, bien sûr. Mais... Voilà, exactement. Le principe, c'est de dire, si vous avez une vignette critère 3, 2, 1, donc il y a les vignettes non classées, donc ça c'est pour les très vieux véhicules, et puis c'est progressif. 5, 4, 3, 2, 1. Donc tout à l'heure, quand je parlais de progressivité, c'est par rapport à ces vignettes-là. C'est-à-dire que progressivement, on va avoir des agglomérations qui vont dire, en 2026, les véhicules dotés d'une vignette critère 5 et 4 ne peuvent plus rentrer dans ce périmètre défini. Puis 2 ans plus tard, on va dire, ce sera maintenant en plus les vignettes critères 3. Et progressivement, pour arriver en fait finalement à des zones où on aura très peu de véhicules diesel et un maximum de véhicules qui émettent moins de particules fines et de NOx. Alors c'est très clair, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Philippe Tabarot, à quel niveau faut-il gérer tout ça ? Est-ce que c'est la commune ? Est-ce que c'est une agglo ? Qui décide ? Et puis, entre les communes, est-ce que chacun fait ce qui lui plaît ? Est-ce qu'il y a un schéma fixe qui est donné par l'État ou est-ce que chacun dessine sa zone comme il l'entend et choisit les jours où on peut y aller ou pas y aller ? Alors, il y a quelques règles qui ont été définies, comme ça a été dit dans la loi d'orientation des mobilités et dans le climat et résilience. Après, la main a été donnée au territoire. Et le territoire le plus pertinent est celui de la métropole ou de la communauté d'agglomération. Donc à l'intérieur de cette métropole, les élus choisissent le périmètre qui peut être
un certain nombre de communes dans la métropole ou simplement une partie de la métropole. On a rencontré les 11 présidents des 11 métropoles concernées et chacun a dicté des règles très différentes. Ça correspond à quoi globalement ? On imagine les vieux centres-villes historiques, mais peut-être je me trompe ? C'est la base, mais dans d'autres territoires, on s'aperçoit qu'il y a des communes, en plus de la commune centre, qui sont concernées et des communes un petit peu en périphérie. Ça pose d'ailleurs un vrai problème et c'est la base aussi des discussions aujourd'hui et des tensions qui existent. Ça, c'est pour le périmètre, mais ensuite il y a les règles. Il y a les règles. Alors, je me suis aperçu, en échangeant avec les 11 présidents des métropoles, que fruit de concertation, fruit d'échanges avec leurs administrés, avec les commerçants, avec les artisans qui viennent tous les jours travailler dans ces zones à faible émission, il a été décidé, par exemple, que la zone à faible émission fonctionnait 5 jours sur 7 pour certains. La journée et pas le soir pour d'autres, pour favoriser la vie nocturne, les spectacles, les restaurants et pour ne pas les fermer à une certaine partie de la population. Donc on voit que les règles sont totalement disparates quand d'autres ont choisi de les mettre en place 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec quand même un système de dérogation qui peuvent être 12 dérogations dans l'année, 24 dérogations dans l'année. Bref, il y a des règles qui sont totalement différentes d'une métropole à une autre. Et donc pour vous, il n'y a pas un meilleur système qu'un autre ? C'est vraiment du cousu main en fonction du territoire ? Moi, je trouve que c'est pertinent qu'on ait laissé la main au territoire et qu'ils puissent s'organiser en fonction de leurs connaissances. Par contre, à terme, se pose déjà et se posera de manière plus accrue un problème d'harmonisation. Et je pense notamment quand il y a des ZFE qui sont très proches les unes des autres. On a eu l'occasion d'auditionner des artisans qui nous ont dit, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, on a un souci, on doit travailler dans une même journée sur Lyon, sur Saint-Étienne, sur Grenoble, sur Valence. Pareil dans les Hauts-de-France également, dans les ZFE qui doivent se mettre en place. Donc problème d'harmonisation tout en laissant la main au territoire. Mathilde. Est-ce qu'on a des exemples à l'étranger de zones à faible émission ? Est-ce que le fonctionnement a une des particularités ? Et est-ce qu'on sait quelle est l'efficacité de ces dispositifs ? Si on a déjà des bilans... Peut-être que Daphné peut préciser. Nous, oui. Dans le rapport, on aura une partie qu'on remettra donc d'ici la mi-juin avec mes collègues de la commission, du droit comparé. C'est vrai qu'on entend souvent cet argument de dire les ZFE fonctionnent bien à l'étranger. Pourquoi elles ne fonctionneraient pas aussi bien en France? Alors, la première question qu'on peut peut-être poser, c'est est-ce que ça marche du point de vue de la santé publique? Pour prolonger la question de Mathilde, en gros, est-ce que l'air y est meilleur? Est-ce qu'il y a moins de malades? On rappelle que c'est 48 000 morts, hein, c'est ça en France, l'estimation du nombre de morts liés à la pollution. Exactement, oui. Santé publique France estime à 48 000 morts. Ce qui est, sans vouloir être déprimant, ça c'est le côté mortalité, mais en fait ça engendre aussi des maladies très importantes. On voit aussi par exemple à Paris le développement de l'asthme du nourrisson, ce type de maladie, ça fait aussi partie des effets de la pollution. Alors là où ça a été mis en place, que ce soit en France peut-être ou à l'étranger, est-ce que ça fait baisser la pollution ? Alors aujourd'hui, le principe de ZFE, ça existe et ça va exister dans 320 villes européennes. Donc c'est pas un produit franco-français. Les retours qu'on a, c'est notamment par exemple à Londres, où on a observé effectivement une diminution en termes de polluants atmosphériques qui est positif. On a une diminution aussi du trafic routier et une diminution du parc automobile. Et donc, en fait, grâce à la zone qui a été mise en place, il y a vraiment cet effet de diminution du trafic et donc des particules. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il y a moins de malades ou moins de décès ? Alors aujourd'hui, c'est assez difficile puisque comme c'est une cause de mortalité évitable, on n'a pas sur les certificats de décès décédé de la pollution. Donc on sait qu'il y a des effets positifs, mais vous savez, c'est une cause de comorbidité finalement. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une seule personne dont sur l'acte de décès, il a été précisé qu'elle était décédée de la pollution de l'air. Parce que, en fait, c'est multiple, ça vient renforcer des phénomènes. Donc, on n'a pas une étude générale qui vient attester des effets sur la mortalité, mais par contre, les estimations sont plutôt positives. D'accord, donc ce sont des estimations. En tout cas, pour certains élus, ça reste difficile à mettre en pratique. Écoutez par exemple ce qu'en dit la sénatrice LR des Hauts-de-Seine, donc votre collègue Christine Lavarde. Aujourd'hui, nous avons une ZFE et effectivement, comme il n'y a pas de contrôle, ou en tout cas pas de contrôle automatisé, dans les faits, elle est quasi inopérante.
puisqu'il faudrait avoir un contrôleur à chaque endroit où on rentre dans la ZFE les jours de pollution, donc autant dire qu'on ne les a pas. Donc effectivement, et l'État s'est engagé à mettre en place des contrôles automatisés au dernier trimestre 2024, donc ce qui coïncide au calendrier d'après les Jeux Olympiques. Philippe Tabarot, il y a un problème de contrôle ? Évidemment, c'est ce qui est revenu partout. Alors là, les 11 sont d'accord, il n'y a pas de contrôle. Et puis les territoires ne souhaitent pas faire les contrôles. Pour la plupart d'entre eux, ils disent que c'est une responsabilité de l'État. Donc que l'État, s'il souhaite, nous mette cette lecture automatisée des plaques. Pour autant, nous... Ça, c'est des mini-caméras installées des feux rouges sur des panneaux à l'entrée de la ZFE ? Oui, ce que les Français n'aiment pas trop en général. Pas trop, non, oui. Chose, premièrement. Pas le genre de la maison, oui. Et puis deuxièmement, comment allez-vous expliquer demain, par exemple, à un certain nombre de territoires qui connaissent des problèmes de délinquance évidente où les effectifs de police sont très fortement mobilisés, qu'il faut enlever ces effectifs de police dans les quartiers dits sensibles pour les mettre à contrôler les vignettes critères à l'entrée. Ça peut être les mêmes agents plutôt de la sécurité qui font les contraventions quand on est mal garé, non ? C'est pas cela qui... Vu le nombre, c'est compliqué. Les polices municipales qui peuvent servir à ça... moi, j'auditionnerai mardi Christian Estrosi, mais j'ai déjà lu ses déclarations. Il nous dit « Je ne veux pas mettre d'agents de police municipale pour contrôler une mesure qui a été décidée par l'État. » D'accord, donc pas contrôlé, on imagine que c'est pas forcément du coup très respecté. Bien sûr, c'est la base, on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais il y a une question de clarté. Il faut l'information. Et si on n'a pas l'information, la mesure ne peut pas être comprise. Et deuxièmement, il faut un contrôle. S'il n'y a pas de contrôle, la mesure va mourir de sa belle mort. Daphné Chemarterlin, est-ce qu'on a raison de ne cibler que les voitures d'une certaine façon ? Certains experts disent quid du chauffage au bois, qui fait aussi beaucoup de pollution dans l'air. Oui, bien sûr. Après, ce qui est important de regarder, c'est finalement, comme je le disais tout à l'heure, les sources de pollution. Alors, bien sûr, la voiture, elle est dans un panel de polluants, de facteurs de pollution. Et en fait, on sait que majoritairement, sur le dioxyde d'azote, c'est bien la voiture qui a le plus grand impact. Bien sûr, comme dans toute politique et sur les enjeux écologiques, même si là, on est sur quelque chose de très sanitaire, il ne faut pas se contenter de cibler qu'une seule source de pollution. Et donc, travailler aussi sur la question du chauffage. Il y a eu bien sûr la question du maritime aussi. Ça semble essentiel parce qu'il y a aussi un enjeu d'équité, finalement, avec ceux qui ont la capacité de changer de mode de transport, ceux qui ne l'ont pas. Et donc, voilà, il faut aussi prendre en compte les autres sources de pollution pour qu'on arrive à réduire les seuils sur les différents polluants. C'est un peu la question qui se pose aujourd'hui. Zone à faible émission ou zone à forte exclusion, selon de quel côté on se place. Ce qui est possible aussi. Alors, c'était le cas dans la consultation pour un certain nombre de réponses. Eh bien justement, on va en parler avec Tam Tranui. Est-ce que les Français acceptent ces nouvelles contraintes ? On va faire le point sur cette consultation avec vous, Tam. Oui, c'est une consultation qui a eu lieu entre mi-mai et mi-avril. Elle a recueilli plus de 50 000 réponses. C'est un record pour le Sénat. Et elle a permis de sonder pour l'essentiel des Français qui savent ce qu'est une ZFE déjà. Donc, ce n'est pas tous les Français. Et la plupart sont des Français qui habitent majoritairement à proximité. Les résultats, ils sont très clairs. 86% des particuliers, 79% des professionnels sont opposés au déploiement des ZFE. C'est énorme. Énorme. Les principaux obstacles, les véhicules propres sont trop chers, l'accessibilité de la métropole est insuffisante pour les zones avoisinantes, la mise en œuvre du ZFE est jugée trop rapide ou encore ils jugent qu'il y a un manque de pertinence dans le classement critère. Bref, pour eux, il est urgent d'attendre pour les participants à cette consultation qui, je le précise bien, n'est pas un sondage. Donc, ça ne reflète pas l'avis de tous les Français, mais ça reflète bien l'avis de ceux qui se sont mobilisés pour répondre aux sénateurs. Ça explique aussi les chiffres. Voilà qui devrait donner du grain à moudre aux sénateurs qui ne sont pas tous très chauds pour ces ZFE. C'est un sujet d'inquiétude depuis déjà quelques temps. Déjà depuis bien longtemps, effectivement, les élus locaux à portée d'engueulade vont être les premiers à trinquer pour la mise en place de ces zones qu'ils n'ont pas décidées. C'est la grande crainte des sénateurs qui, en plus d'être les représentants des collectivités, sont élus par les élus locaux
Et je rappelle que nous sommes en pleine campagne pour les sénatoriales qui ont lieu au mois de septembre prochain. Ça n'aide pas. Voilà, ça n'aide pas. La preuve de l'intérêt du Sénat, en tout cas pour cette thématique, c'est que 37 questions ont été posées sur les ZFE depuis un an. Au gouvernement ? Alors, pas seulement, questions orales, questions écrites et questions au gouvernement, mais ça fait quand même beaucoup. Et elle voit donc, du coup, les problèmes soulevés par les ZFE sous toutes les coutures. Ça va de la fracture sociale, bien sûr, aux demandes de dérogation pour raison médicale, par exemple. Ça va du transport de marchandises pour qui ça coûte trop cher de s'adapter au sujet du manque de contrôle dont vous avez parlé à l'instant. Dernière question au gouvernement, pour le coup, en date, fin de l'année dernière. Écoutez, Clément Beaune qui fait l'inventaire de toutes les mesures d'accompagnement du gouvernement aux ZFE. Nous avons déployé progressivement, en lien avec les métropoles, des aides pour que la mise en place progressive des ZFE se fasse le mieux possible. Les aides, c'est notamment l'acquisition de véhicules, le bonus écologique, la prime à la conversion. Il ne faudra pas longtemps avant que les ZFE deviennent des zones à forte exclusion. Je pense aussi que dans cette écologie culpabilisante, il y a une obsession de la com plutôt qu'un souci du bien public. Et puis aussi un mépris social. C'est quand même la France des clopes et du diesel qu'on regarde encore de haut. Et il y a dans tout ça un germe de gilet jaune. Je vous remercie. Voilà, les ZFE sont-elles les nouveaux 80 km/h, la nouvelle taxe carbone qui peut ressusciter le mouvement des gilets jaunes? Telle est la question que posent de nombreux sénateurs. Philippe Tabarot, on accueille Erwan Benezet, que je présentais tout à l'heure, journaliste au Parisien. On est ravis de l'accueillir, c'est le miracle de Public Sénat, les gens apparaissent sur le plateau comme ça. Philippe Tabarot, qu'est-ce qui vous a frappé dans cette consultation, vous ? La participation, premièrement, ça a été très justement dit. La précédente participation sur cette question des 80 km/h avait été d'environ 33 000 réponses. Là, on est à pratiquement 52 000 et les autres sont très loin. Donc, on s'aperçoit quand même que c'est quand on parle de voitures et quand ça revient sur la question des voitures que les personnes se mobilisent le plus. Et pour les résultats, je dirais, on n'est pas trop surpris par rapport à ce qu'on peut entendre les uns et les autres, si ce n'est que... C'est massif quand même, le rejet. Alors, le rejet est massif, notamment sur les personnes qui sont tout à fait défavorables, ça monte jusqu'à 69, c'est-à-dire très défavorable. Et puis, il y a sinon une interprétation, une corrélation qui paraît évidente. Quand on habite à l'extérieur de la zone à faible émission, quand on est ouvrier ou retraité, on est très largement défavorable aux ZFE. On est un petit peu plus favorable aux ZFE quand on habite au sein de la ZFE, quand on est cadre ou étudiant et qu'on a des transports en commun qui fonctionnent plutôt bien. Alors, Daphné Chamard-Terlinck, est-ce que ces ZFE sont génératrices d'inégalités sociales ? Alors, on ne l'espère pas. En tout cas, nous, on pense qu'il y a un enjeu, il y a une urgence à agir sur cette question-là. Donc, de ne rien faire, ce n'est pas une solution pour nous. Il faut peut-être rappeler que les voitures les plus polluantes, elles sont généralement les plus vieilles et elles sont généralement dans les ménages les plus modestes ou les plus défavorisés. Exactement. Ce qui est quand même aussi à préciser, on le voit en tout cas nous au Secours catholique dans les personnes qu'on accompagne et on a vraiment à cœur de partir de ce que ces personnes vivent, c'est qu'aujourd'hui il faut bien se dire que la voiture, elle crée aussi déjà des fractures sociales. Parce qu'en fait, avoir une voiture, c'est un luxe. Et ça le sera de plus en plus dans ce contexte inflationniste. Et donc en effet, on a une population modeste qui détient plutôt des véhicules plus anciens. C'est 38% des populations les plus modestes qui ont un véhicule critère 4 et 5, donc les plus polluants, contre 10% pour les plus riches. Par contre, on sait aussi que les plus pauvres ont moins de véhicules et que ça pose aujourd'hui des vrais problèmes parce que dans un certain nombre de territoires, et vous l'avez bien souligné, notamment les territoires en dehors des zones à faible émission, quand on n'a pas de voiture, eh bien, on n'accède pas à l'emploi, on n'accède pas aux services, on a la question de la santé qui est primordiale aussi autour des ZFE parce qu'en fait, nous, on a beaucoup de questions qui est de se dire comment demain, moi qui habite dans le Puy-de-Dôme par exemple, je vais faire pour me rendre un rendez-vous médical chez un spécialiste parce que je devrais aller au CHU de Clermont-Ferrand. Mais j'ai pas la bonne vignette. Et je n'ai pas de solution de report modal parce que j'habite en dehors de l'agglomération et donc il y a peu de transports en commun et j'ai pas les moyens financiers d'acheter un véhicule. Et je suis parfois à des horaires où les transports en public ne fonctionnent pas. Je pense aux salariés qui font aussi des boulots la nuit. Exactement. Donc effectivement,
si en fait on a une politique, une ZFE, qui est simplement, on décide du jour au lendemain de dire, allez, les véhicules critères 4 et 5, puis 3 ne circulent plus, sans à côté adosser un vrai plan de transition et d'accompagnement des ménages, alors oui, ça va générer des inégalités sociales. Mais aujourd'hui, on a un outil qui est cette politique ZFE qui peut nous permettre de travailler sur la question de l'accessibilité. Rappelons que la mobilité, c'est un droit. Il y a le droit à la mobilité qui a été défini dans la loi d'orientation des mobilités, donc la mobilité pour tous. C'est l'occasion de travailler sur la santé. Et puis, bien sûr, c'est l'occasion de travailler sur les enjeux écologiques, les enjeux climatiques, puisque les transports, c'est le premier facteur d'émission. Il faut développer des transports alternatifs aux voitures individuelles dans des territoires parfois reculés ou des mobilités alternatives. Ça ne se fera pas du jour au lendemain d'ici 2023, enfin on y est, ou d'ici 2025. Le problème, c'est un problème de synchronisation par rapport au calendrier, et ça a été très bien dit dans l'enquête aussi, ce que reprochent les personnes qui ont participé, c'est de dire que les choses vont trop vite. Il y a un décalage entre les calendriers qui sont donnés et avec la situation actuelle dans certains quartiers. J'étais sur Marseille, comme vous l'avez vu, il y a 48 heures. Le 3e arrondissement de Marseille est un des arrondissements les plus pauvres de France, voire d'Europe. Il y a, si la loi est respectée sur les zones à faible émission, d'ici 2025, 52% des habitants de ces quartiers qui doivent changer leur véhicule. Comment vous pouvez penser que ça peut être possible un instant? Donc c'est revoir le calendrier et le synchroniser avec une politique de transport en commun qui tend à se développer à Marseille comme ailleurs, avec des aides qui tendent à s'organiser pour faciliter les choses, avec des guichets uniques pour que les administrés puissent s'y retrouver. C'est également une mutation de notre industrie automobile. C'est pas rien aujourd'hui, mais elle est encore en retard sur ces questions, notamment électriques, de l'avitaillement, du financement, du coût. Voilà toutes les questions pour synchroniser. Et tout ça va coûter cher. On sait qu'il y a des aides à la conversion. Est-ce qu'elles sont bien ciblées, Erwan ? Et en gros, est-ce que ça va favoriser la voiture électrique, quoi ? Est-ce qu'elles sont bien ciblées ? Oui, elles sont ciblées, mais trop chichement, d'une part. On dit parfois qu'elles sont trop généreuses pour quelqu'un qui voudrait s'acheter un gros SUV électrique, il va toucher... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a très très peu d'offres pour des voitures électriques qui sont peu chères. En dessous de 25 000 euros, c'est relativement compliqué. Et c'est l'inadéquation, effectivement, entre donc, l'offre des voitures électriques qui... on avait parlé de l'effet ciseau, c'est-à-dire le moment où le coût à l'achat d'une voiture électrique croiserait celui d'une voiture thermique, et on le prévoyait pour 2025. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là. On ne sait même pas si d'ici 2030. On le voit d'ailleurs avec la difficulté avec laquelle le gouvernement a du mal à mettre en place son offre à 100 euros. C'est là aujourd'hui une équation économique impossible. Alors pour l'instant, Elisabeth Borne a renvoyé ça à l'automne de cette année. On ne sait même pas si on y arrivera. Sur la pauvreté des populations, on avait établi dans le Parisien il y a 2 mois, au mois de mars de cette année, une double cartographie, à la fois la cartographie des ZFE et la cartographie des populations. Et effectivement, on voyait que c'était là où, évidemment, sans surprise, on avait d'ailleurs interrogé le cartographe Jérôme Fourquet, le sociologue, sans surprise, c'était là où il y avait les populations les plus pauvres qu'on trouvait aussi, évidemment, les véhicules les plus anciens. La ville où les véhicules sont les plus vieux, c'est Valenciennes, qui a été le centre-ville, a été le fleuron de l'industrie textile. Aujourd'hui, les populations très pauvres. Les populations ne se trouvent pas en zone périurbaine. Les populations les plus pauvres se trouvent dans le centre-ville. Et c'est demain où elles vont être exclues. Et je termine juste, il y a une sorte de quadruple peine aujourd'hui pour ces populations-là. C'est d'une part, elles n'ont pas accès à la voiture électrique. Deuxièmement, elles n'auront plus accès au centre-ville. Troisièmement, elles vont continuer à être touchées souvent le plus par la pollution. Et il y a même un quatrièmement, c'est toute cette transformation. Il y a un risque de casse sociale, notamment sur la voiture électrique. Quand il fallait 5 personnes pour construire une voiture thermique, il en faut 3. On ne sait pas comment tout ça va s'organiser. Et donc, c'est quand même 10% de la population qui travaille aujourd'hui, qui travaille de près ou de loin pour l'industrie automobile. Et là aussi, il va y avoir un risque. Encore une fois, c'est la quadruple peine. Et même sans travailler pour l'industrie automobile, ça peut parfois poser des vrais problèmes. Écoutez par exemple ce témoignage d'un chef d'entreprise. On est un site de production avec des équipes en 3/8 et des horaires décalés. Donc la voiture est le seul moyen de transport possible pour tous les salariés qui sont en équipe. Et ce qui est préoccupant, c'est qu'au 1er janvier 2024, on a quasiment les 2 tiers de nos effectifs en production, en équipe,
qui, si il ne se passe rien, ne seront plus en mesure de venir travailler. La piste de demander aux salariés de gérer la situation, elle nous paraît assez difficile à mettre en œuvre parce que tout simplement, même avec un bonus, une voiture électrique, c'est 1 an et demi de salaire pour nos salariés. C'est pas envisageable pour la majorité d'entre eux. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est de la concertation. Voilà. On est une entreprise, une fois de plus, citoyenne et responsable, donc on prendra nos responsabilités. Mais il est clair que tout seul, on n'y arrivera pas. Bon alors, comment on fait maintenant? Comment on fait d'abord maintenant pour soulager ou pour aider les collectivités concernées, Philippe Tabarot? On lâche du lest, on donne du temps, on revoit les règles? Alors, je ne suis pas censé vous donner les conclusions du rapport que je donnerai à la mi-juin, mais quand même quelques pistes. Je viens d'en évoquer une, c'est la question de la synchronisation. La synchronisation, je le rappelle, entre le calendrier et la mise en œuvre des mesures d'accompagnement, à la fois pour changer le cas échéant son véhicule, mais pour obtenir, et là, vous l'avez justement dit, du report modal. L'objectif, c'est pas de se retrouver avec 40 millions d'automobiles électriques demain. C'est d'inciter les personnes à changer leur mode de vie et puis d'organiser en fonction nos plans de mobilité. Il y a des annonces très intéressantes de la Première ministre sur le ferroviaire, il y a des expérimentations intéressantes de cars à haut niveau de service, tout ça c'est très bien, mais ça prend du temps, le transport prend du temps, donc il faut vraiment synchroniser, il faut informer, on l'a dit tout à l'heure, et puis je pense qu'il faut peut-être individualiser un petit peu plus les choses que simplement des décisions qui tombent comme ça. Il y a des personnes qui entretiennent très bien leur véhicule, qui ne polluent peut-être pas forcément et qui vont être obligées de le mettre demain au rebut. Comment on fait? Comment on fait pour ne pas justement laisser les plus défavorisés en dehors de tout ça. Parce qu'on comprend bien que la voiture individuelle qui changerait de nature jusqu'à deviendrait électrique, ça reste un problème. Donc c'est vraiment le transport public ou c'est des mobilités partagées, des nouveaux modes de déplacement? En tout cas, on a la conviction qu'il faut reproduire les mêmes idées, la même erreur que ce qu'on a fait il y a quelques années en se dirigeant vers un système tout automobile, où on a aussi fortement incité les Français à acheter du véhicule diesel et où aujourd'hui on est dans un sentiment de culpabilité, c'est ce que ressentent nous les personnes qu'on accueille et qu'on écoute sur le sujet, en disant mais on nous a demandé d'acheter des véhicules et diesel et puis en fait maintenant ça va plus. Donc je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique en disant comment on fait, on développe. Non, en fait aujourd'hui il faut vraiment se dire comment sur un territoire on développe une palette de solutions et pour prendre en compte les différents usages de la mobilité, parce que selon la situation dans laquelle on se place dans la vie, dans son parcours de vie, dans ses moments, que ce soit la semaine ou le week-end, c'est pas forcément le même mode de transport qu'il faut utiliser. Donc ça c'est quelque chose de nouveau, c'est un peu la révolution des mobilités, mais il faut plus raisonner avec un seul mode de transport. En tout cas, au-delà des modes de transport, ce qu'il faut déjà faire, c'est concerter, informer, dialoguer. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une méconnaissance, on l'a vu autour des zones à faible émission, les personnes ne savent pas ce que c'est. Vous parlez de vignettes critères, on parle de quelque chose qui complètement, les personnes ne connaissent pas, ne savent pas. Donc déjà, ce premier prérequis qui est de se dire, est-ce que mon véhicule a le droit de circuler? Déjà, on ne le sait pas. Donc la première chose à faire... C'est l'information. C'est l'information et écouter les personnes en précarité. Pourquoi particulièrement? Parce que ce sont des personnes qui ont des horaires atypiques, qui ont des spécificités. Et donc, en prenant en compte des conditions d'habitat, des conditions de vie qui sont spécifiques, ça nous permet de penser une offre qui est plus adaptée, qui est plus systémique. Et il va peut-être falloir aussi, puisqu'on en est dans les « il faut », que les politiques changent un peu de lunettes ou oublient certains clichés. Écoutez par exemple ce qu'en dit Olivier Marleix des ZFE. Un sujet qui m'exaspère au plus haut point, par exemple, c'est les ZFE, les zones à faible émission. Le fait qu'on n'ait plus le droit de rentrer, quand on est comme moi, un bougeux d'Eure-et-Loir, de rentrer avec une voiture au gasoil dans Paris, est-ce que ça va empêcher le réchauffement de la planète? Non, ça ne sert à rien. C'est un égoïsme de bobo parisien. Bon, on voit que c'est pas gagné. En France, Mathilde, la voiture reste un objet éminemment politique et explosif. Et y a-t-il, Mathieu, un sujet plus puissant que la voiture dans l'inconscient collectif français? Depuis la Citroën DS de Roland Barthes dans ses célèbres mythologies, l'automobile, que ce soit les fleurons industriels tricolores, mais aussi l'équipement massif des ménages, n'a cessé d'irriguer notre imaginaire. La voiture, objet identitaire donc, est forcément de plus en plus
clivant, on en a parlé, inflammable pour tout président parce qu'il touche bien sûr au quotidien, à la liberté. Aujourd'hui, 85% des foyers français possèdent au moins une voiture, selon l'IFOP, avec évidemment des grandes disparités, puisque à Paris, la proportion s'établit à seulement 35%. Pour schématiser, la France périurbaine qui doit prendre sa voiture pour aller travailler s'opposerait à celle des métropoles, les classes plutôt aisées et adeptes de la trottinette ou des mobilités qu'on appelle douces. Les ZFE confirment ce phénomène de polarisation. Les enquêtes d'opinion montrent une opinion coupée en deux par rapport à ce dispositif. Et plus révélateur, selon une étude Opinionway, 42% des automobilistes issus des classes modestes se disent déterminés à conduire leur véhicule, à continuer à l'utiliser malgré l'interdiction annoncée. Parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, quoi. Exactement. Et 75% des ménages modestes interrogés affirment aussi que la voiture, bien sûr, reste indispensable pour eux pour se rendre au travail. 60% déplorent ne pas avoir d'offre de transport adaptée. C'est ce qui fait dire à Marine Tondelier, la patronne des Verts, que nous avons un problème avec la voiture. On l'écoute. On a un problème de rapport à la bagnole dans ce pays, qui est en partie subi, parce que les transports en commun, ça va pas, et que quand on parle d'un ticket climat qui peut engranger, ça va pas, et qu'on a un problème de fiabilité des trains, d'investissement ferroviaire. Et alors justement, comment les politiques se saisissent-ils d'un sujet aussi sensible ? Que voulez-vous, les Français aiment la bagnole. C'est ce que disait à l'époque Georges Pompidou. L'ancien président considérait même que c'était à la ville de s'adapter à la voiture et non l'inverse. La tendance, évidemment, a bien changé. On parle des ZFE, on a évoqué les 80 km/h. On peut citer l'interdiction de la voiture thermique d'ici à 2035, une autre bombe à retardement politique. Depuis les Gilets jaunes et la révolte contre la taxe carbone, on sent d'autant plus une prudence des politiques sur ce sujet. On a entendu Olivier Marleix. C'est-à-dire qu'au-delà du camp écologiste, il est très compliqué pour les responsables politiques d'assumer vraiment un discours anti-voiture fort, au risque de passer pour un affreux bobo techno déconnecté. Comme le dit Olivier Marleix. Pas uniquement Olivier Marleix, alors qu'il l'a dit clairement, et c'est un problème de santé publique. Je suis souvent d'accord avec Olivier Marleix, pas tout à fait sur ce sujet, mais c'est en train de dépasser les clivages politiques. Ne croyez pas, j'ai pu auditionner des présidents de métropoles de tendance verte comme Madame Tondelier qui nous disaient il faut arrêter avec cette écologie punitive. Donc eux-mêmes sont conscients quand ils sont confrontés directement à la réalité de leurs administrés, aux difficultés de mise en place, qu'il faut revoir les schémas de restriction et donner un petit peu d'oxygène. Il y a des députés de la France Insoumise qui, notamment à Marseille, demandent l'arrêt total des ZFE. Donc ça dépasse les clivages politiques de dire les gens de droite aiment les voitures, les gens de gauche veulent les transports en commun. Il se décrivait en bouseux qui montait à la capitale, ce qui est un autre clivage. Je parle d'Olivier Marleix. Justement, Philippe Tabarot, pour poursuivre avec vous, les ZFE, mais aussi le zéro artificialisation nette, ça c'est pour les sols, et puis tous les autres, ça commence à faire beaucoup de contraintes pour les communes, non ? Est-ce qu'il faut faire une pause, comme le disait un certain Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps ? Il est extraordinaire, notre président de la République, qui dit qu'il faut qu'on fasse une pause, et d'un autre côté, il y a des annonces tout à fait différentes de sa première ministre qui vont totalement à l'encontre de ce qu'il a pu dire il y a quelques jours. Bien sûr que c'est beaucoup de contraintes aujourd'hui pour les élus locaux. J'ai mon collègue Jean-Baptiste Blanc qui se bat pour essayer de rendre le ZAN beaucoup plus acceptable, pour qu'on garde cette ambition écologique qui est indispensable, mais d'un autre côté, il y a une réalité sur le terrain et sur les situations qui fait que ces mesures sont totalement déconnectées, que ce soit le ZAN quand il est appliqué de telle manière, que ce soit les zones à faible émission quand elles sont appliquées telles qu'elles sont prévues aujourd'hui. Et pour les particuliers, Erwan, ça fait aussi beaucoup de choses. Alors, vous parlez d'acceptation, d'acceptabilité tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on ne part pas de zéro. En fait, on part avec un gros handicap. Le dernier des handicaps, c'est les années 2000. C'était 2007, le Grenelle de l'environnement, quand on c'est au tout diesel, et qu'on est arrivé à ce qui aujourd'hui est une aberration absolue, technique, écologique, etc. C'était des toutes petites voitures diesel quand on savait qu'il y avait 20% de surcoût. Bref, on poussait au tout diesel parce qu'à l'époque, on se disait que ça émettait moins de CO2. Puis après, là, on est revenu à l'envers. Après, on a découvert que l'industrie automobile avait grugé quand même aussi sur on l'a le découvert, diesel. c'était dans les années 80. Je crois qu'il
il y a eu un rapport en 1986, et PSA a voulu l'enterrer, enfin en tout cas l'industrie automobile a voulu l'enterrer. On savait déjà que ça posait un problème à la fois écologique et un problème de santé, et on l'a enterré. En fait, tout ce qu'on enterre à un moment nous revient dans la figure. Et donc, je suis d'accord avec tout ce qui est dit ici sur les mesures, sur l'acceptabilité, sur les problèmes. Moi-même, je vous parlais tout à l'heure de casse sociale. Mais ce qui se passe, il n'y a pas une vérité dans cette histoire. Il y a deux vérités qui s'affrontent. Il n'y a pas une vérité, un mensonge, il y a deux vérités qui s'affrontent. Une première, c'est la vérité sur ce que vivent les Français. Je donne juste un petit exemple d'un témoignage que j'ai eu il n'y a pas très longtemps un bobo parisien qui a acheté il y a quelques années une maison à la campagne. Et il me raconte que il achète une petite voiture de 2-3 000 euros, voilà. Et puis il demande à son assurance d'avoir faible kilométrage parce que il y va en train, sa voiture l'attend à la gare, puis ensuite il va acheter le pain, il fait quelques brocantes. Bref, le bobo parisien parfait. Au bout de 6 mois, il rappelle son assurance et il lui dit OK, laissez tomber le petit kilométrage, mettez-moi un kilométrage plein pot parce que même quand je viens que le week-end, j'ai tellement besoin de la voiture, simplement comme tous mes voisins, que je fais 10, 15 000 km, allez, 12 000 km par an. Et tout ça pour dire qu'il s'est rendu compte, il a vécu de ce que c'était d'avoir cette dépendance à la voiture. Donc encore une fois, il n'y a pas une vérité, il y en a deux. La première, c'est le millefeuille de contraintes qu'on est en train de construire et qui est effectivement de plus en plus dur, cette dette qu'on nous a légué, parce qu'on parle souvent de dette aux générations futures, mais les générations d'aujourd'hui supportent déjà une dette, d'une part, et d'autre part, la dette climatique qui va nous coûter, plus on attend, de plus en plus cher. Parce que, Daphné Chamarterlin, qu'on n'a pas le choix. C'est vrai que ça fait plus de contraintes pour les élus, plus de contraintes pour les particuliers, plus de contraintes pour tout le monde, mais on n'a pas le choix. Exactement, l'urgence climatique, parce qu'on parle aussi de ça, elle n'attend pas. Et en fait, on sait bien que ces enjeux écologiques et sanitaires, ça va générer plus de pauvreté, plus d'inégalités. On le voit déjà, que ce soit à l'international, où on voit toutes ces populations qui subissent des inondations et qui aujourd'hui qui tombent dans l'extrême pauvreté. En France, on le voit aussi, on a un département Urgence France, où quand on a des canicules, quand on a des inondations, quand on a des feux, des familles qui étaient sur le fil tombent dans la précarité parce que du jour au lendemain, elles se retrouvent sans maison parce qu'elles ont subi une grande inondation. Donc, oui, bien sûr, il y a des contraintes, mais en fait, on a un enjeu à agir. Alors, il faut agir avec discernement. C'est sûr qu'il faut faire preuve de pragmatisme. Redonner un peu de temps, ce que réclament des villes, d'ailleurs. Et d'ailleurs, le calendrier leur est laissé. Plutôt, c'est chacune choisit un peu la mise en place. Alors, il y a quelques collectivités qui ont des contraintes. Accéléré, hein. Oui. Les mêmes villes qui ont accéléré. Oui. Mais on a, pour ces collectivités, on évoquait Valenciennes par exemple, elle, sa contrainte, c'est 2025, avoir mis en route le processus de la zone à faible émission. Mais attention, en 2025, ça ne veut pas dire que les véhicules critères 4 et 5 ne pourront plus circuler. On doit faire un calendrier qui est adapté. Pour autant, il faut être vigilant à se dire, certes, on a du temps, il faut l'adapter le calendrier, mais il faut proposer des choses et des vrais projets systémiques. Et pour continuer, parce qu'on a beaucoup parlé du véhicule électrique, aujourd'hui, il n'est pas accessible pour les plus précaires. Aujourd'hui, même si on a des aides qui peuvent être de plus en plus ciblées, sauf le bonus écologique qui pose un problème, mais la prime à la conversion, les aides locales sont ciblées, aujourd'hui, il y a un délai de 2 à 6 mois pour obtenir les aides. Donc quand on est au RSA, quand on est intérimaire, on n'a pas 17 000 euros, 10 000 euros, même si ces aides étaient sur ces montants-là, à avancer 3 mois. Parce qu'en fait, on a 3 000 euros, 5 000 euros à mettre dans un microcrédit. Donc tant qu'on aura... C'est aussi tout ça. Le problème de l'avance, des garanties bancaires qui excèdent exactement. des microcrédits. Attention, le véhicule électrique, c'est un horizon pour les personnes en précarité dans 20 ans. Entre-temps, on a quand même la possibilité d'aller sur des véhicules critères 1. Nous, on le voit, les personnes qu'on accompagne sur le microcrédit, etc., c'est de passer déjà d'un véhicule diesel ancien à au moins un véhicule critère 1, où là, on peut avoir des véhicules qui sont financièrement plus accessibles. Donc à des rythmes différents selon les situations et les territoires différents. C'est la fin de ce débat. Merci à tous d'y avoir participé. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir regardé. Vous retrouverez Thomas Hugues lundi dans ce fauteuil pour un nouveau numéro de Sens Public. Et demain, c'est Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Chine, au Royaume-Uni, en Russie, qui sera à 8h l'invité de la matinale de Public Sénat. Au revoir.